Récemment en France, les sujets concernant les forces américaines de l'OTAN stationnées sur le territoire sont devenus plus fréquents. On dit même que de plus en plus de soldats américains font la queue pour obtenir une affectation en France. S'il y avait des entretiens, on dit que le ratio de base serait de 200 candidats pour un poste. Cependant, la protagoniste d'aujourd'hui est une soldate américaine qui, sans plan particulier, a été acceptée et est venue en France. En voyant les montagnes des Alpes, elle a pensé que ce serait parfait pour une simple randonnée, mais lors d'une ascension en solitaire, elle a été victime d'un accident inattendu. Un homme français s'est alors approché d'elle et lui a rapidement retiré son pantalon, mais elle n'a pu opposer la moindre résistance, incapable de bouger. Que s'est-il passé exactement? Écoutons son histoire. Affectée en tant que sergent dans une unité stationnée en France, lorsque j'ai posé le pied sur le sol français pour la première fois, tout me semblait nouveau, mais en même temps, j'ai ressenti une étrange familiarité. Je m'appelle Rachel Stone, j'ai 27 ans et je suis originaire du Maine. La raison pour laquelle je pouvais me tenir avec assurance devant les autres, avec mon corps à la fois souple et tonique, était ma confiance en ma force physique et mes capacités athlétiques. Au test de conditions physiques de l'armée américaine, j'étais toujours dans le peloton de tête. Et lors des entraînements de type commando, même mes camarades disaient avoir du mal à me suivre. Environ une semaine après mon arrivée en France, lors d'une patrouille de routine, j'ai aperçu au loin la chaîne des Alpes et j'ai ressenti le désir de conquérir ces sommets un jour. Les montagnes françaises, à première vue, semblaient plus basses et plus douces que les majestueuses rocheuses américaines. À ce niveau, c'est plus une promenade de santé qu'une véritable randonnée, me suis-je dit intérieurement. Les vétérans de mon unité m'avaient prévenu que les montagnes françaises étaient plus difficiles qu'elles n'en avaient l'air, mais à l'époque, j'ai simplement souri et ignoré leurs conseils. Les Alpes sont très escarpées, c'est pas comme les montagnes américaines. Tu dois faire attention, m'a dit un supérieur. Ne vous inquiétez pas, ai-je répondu, je suis tellement confiante que je rêve de devenir instructrice en alpinisme militaire. C'est ainsi que, pleine d'assurance, j'ai profité de ma première permission pour gravir une montagne voisine avec légèreté. La première ascension a été plus facile que prévu. Avec un simple petit sac à dos, il m'a fallu moins d'1 heure pour atteindre le sommet. J'avais raison, pensais-je, rempli de fierté. Cependant, en redescendant, j'ai été témoin d'une scène étrange. Des hommes français, semblant avoir la cinquantaine, grimpaient sans hésitation avec des sacs à dos qui devaient dépasser les 20 kilos, et ce, à une vitesse supérieure à la mienne. Pourquoi ont-ils besoin d'un tel équipement pour une montagne si petite et si basse, me suis-je demandé. Quand je leur ai posé la question en anglais « Your bag look very heavy », l'un d'eux m'a répondu « C'est pour une traversée de plusieurs jours, nous avons tout notre équipement ». J'ai été surprise qu'ils comprennent et parlent un peu l'anglais, mais j'ai supposé que, comme il y avait beaucoup de montagnes accessibles, c'était un endroit où même les personnes plus âgées pouvaient faire des randonnées de plusieurs jours. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir ces hommes, malgré leur lourd sac, discuter et monter avec une aisance déconcertante, porter un tel poids et grimper si vite. Mon orgueil a commencé à être piqué au vif. À partir de ce jour, chaque week-end, je me suis mise à explorer différentes montagnes des Alpes. Ce qui avait commencé comme du tourisme s'est rapidement transformé en défi personnel. À chaque fois, je choisissais un itinéraire un peu plus difficile et j'ajoutais du poids dans mon sac à dos. Vêtue de ma tenue d'entraînement de l'armée américaine, j'attirais parfois les regards curieux des Français, mais ces regards ne faisaient que me motiver davantage. Un jour, alors que je grimpais un sentier dans le massif des Écrins, un Français d'une quarantaine d'années qui marchait devant moi m'a dépassé et m'a interpellé en anglais. « Vous êtes de l'armée américaine ? C'est impressionnant !» À cet instant, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'une étrange compétitivité. C'est mon métier, alors pourquoi sont-ils meilleurs que moi? Au bout de 5 mois, poussé par mon ego, je cherchais des parcours toujours plus exigeants. Grimper seul en montagne était devenu une habitude et mon esprit de défi grandissait de jour en jour. Pour ma prochaine permission, pourquoi ne pas tenter une grande traversée du massif des Écrins? C'est avec cette idée en tête que je suis partie une fois de plus, seule en montagne. Ce jour-là, le temps était plus couvert que d'habitude. En prenant de l'altitude, un brouillard soudain a commencé à s'installer. Malgré la visibilité réduite, j'ai continué à grimper. Un peu de brouillard, c'est le quotidien à l'entraînement, me suis-je dit avec confiance, poursuivant mon chemin. Le problème est survenu à la descente. La pluie s'est mise à tomber, rendant le sentier de terre glissant. Sur une pente que j'aurais normalement descendue sans difficulté, mon pied a glissé et j'ai perdu l'équilibre. Mon corps a basculé en avant et j'ai commencé à dévaler la pente. J'ai tenté de me retenir avec mes bras et mes jambes, mais en vain.
Après avoir crié et roulé sur plusieurs mètres, j'ai finalement réussi à m'arrêter en attrapant la racine d'un arbre. Au moment où j'ai essayé de me relever, une douleur aiguë et soudaine a traversé mon mollet gauche. J'ai d'abord pensé que je m'étais blessée dans la chute. Mais en tournant la tête, j'ai aperçu une vipère aspi-grise qui s'enfuyait dans les herbes. À cette vue, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Lors de ma formation de base, on m'avait appris comment réagir en cas de morsure de serpent, mais dans une situation réelle, mon esprit est devenu complètement vide. J'ai immédiatement inspecté la morsure, 2 petits trous saignaient légèrement et la peau autour commençait déjà à rougir et à enfler. Calme-toi, Rachel. C'est pas un exercice, c'est la réalité. Je me suis parlé à moi-même pour tenter de retrouver mon sang-froid. J'ai voulu prendre ma trousse de premier secours dans mon sac à dos, mais celui-ci avait disparu lors de ma chute. Mon téléphone aussi. En fouillant dans les poches de ma veste, j'ai trouvé un lacet et je me suis empressée de faire un garrot au-dessus de la morsure. Il faut empêcher le venin de remonter vers le cœur. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé depuis la morsure, mais mon mollet entier commençait à enfler, le lacet que j'avais serré se desserrait progressivement. Quand l'œdème a atteint mon genou, mon pantalon de randonnée a commencé à me comprimer. Si ça continue, la circulation sanguine va être coupée et ce sera encore plus dangereux, et je pensais. Ma respiration devenait de plus en plus difficile, ma vue se brouillait et ma tête tournait. J'ai regardé autour de moi en espérant voir quelqu'un passer, mais il y avait âmes qui vivent sur le sentier pluvieux. Alors que je sentais ma conscience m'échapper, j'ai entendu des bruits de pas. Rassemblant mes dernières forces, j'ai crié « À l'aide !» Les bruits de pas se sont arrêtés, puis se sont rapprochés rapidement dans ma direction. Du brouillard est apparue la silhouette d'un homme. Il s'est figé un instant, puis s'est précipité vers moi. Son visage était empreint de surprise et d'inquiétude. Que s'est-il passé ? A-t-il demandé ? Morsure, de serpent, ai-je réussi à articuler ? En voyant ma jambe, son expression est devenue grave. Il a semblé hésiter une seconde, puis a repris son calme et a dit « Votre jambe est très enflée, il faut enlever ce pantalon ». Un sentiment de honte et de méfiance m'a traversé l'esprit, mais mon corps était déjà trop lourd pour que je puisse réagir. Sans hésitation, il a découpé le bas de mon pantalon, exposant la morsure. Il a ensuite défait le lacet que j'avais mis et en a refait un, mieux ajusté, au-dessus de mon genou. J'appelle le 112. Tenez bon, s'il vous plaît. Il a sorti son téléphone portable. À ce moment-là, j'avais perdu toutes mes forces et même rester assise était devenu difficile. Sa voix me parvenait de loin. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais son attitude calme suffisait à me rassurer un peu. Alors que je perdais progressivement connaissance, la dernière chose que j'ai vue, c'est lui s'approchant pour me prendre sur son dos. Cet homme, est-ce un ange venu me sauver ? Ai-je pensé. Puis j'ai complètement perdu connaissance. Moi qui avais grandi dans le Maine et qui avait toujours été fière de ma force physique, me retrouver en danger de mort dans une montagne française, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Quand j'ai repris conscience, mon corps était aussi lourd que du plomb. J'ai ouvert les yeux, mais ma vision était floue. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans un lit d'hôpital. Peu à peu, ma vue est devenue plus nette et j'ai aperçu l'homme assis tranquillement à côté de moi. Il portait les mêmes vêtements, ce qui signifiait qu'il avait veillé sur moi toute la nuit. « Vous êtes réveillé ?» a-t-il dit, avec un sourire bienveillant. « Où suis-je » ai-je demandé d'une voix faible. « À l'hôpital. »« Vous avez été mordu par une vipère. » Heureusement, les premiers soins ont été rapides. Il m'a expliqué la situation d'une voix calme. Les souvenirs me sont revenus lentement. L'accident en montagne, la morsure, son apparition et son aide, cet homme était mon sauveur. Les mots de remerciement sont sortis naturellement de ma bouche. Merci beaucoup. Sans vous, je n'ai pas pu finir ma phrase. Ce n'est rien, c'est normal de s'entraider, a-t-il répondu simplement. Un médecin est entré dans la chambre pour vérifier mon état. Heureusement, le venin avait été neutralisé à temps et l'enflure de ma jambe avait considérablement diminué. Mais le visage du médecin est devenu sérieux lorsqu'il a ajouté une phrase qui m'a glacé le sang. « Vous avez eu beaucoup de chance. À une demi-heure près, le venin aurait pu atteindre les organes vitaux et votre vie aurait été en grand danger. » En entendant ces mots, j'ai instinctivement regardé l'homme. Il a modestement détourné le regard, mais à cet instant, un profond sentiment de gratitude m'a envahi. Le médecin a continué en expliquant le processus de guérison et a précisé que je devais rester hospitalisée au moins 3 jours. Le problème, c'est qu'en tant que soldate américaine, je n'avais pas de tuteur ou de famille sur place. « Ne vous inquiétez pas, j'ai rempli tous les papiers nécessaires, a-t-il dit. J'ai appris qu'il avait passé la nuit à remplir les formulaires en tant que mon contact d'urgence et à s'occuper de toutes les formalités administratives. De plus, en voyant mon nom
sur mon uniforme. Il avait contacté ma base pour les informer de la situation. Cette prévenance m'a une nouvelle fois stupéfiée. À ce moment-là, le fait qu'il n'y ait pas de place à l'infirmerie de la base m'a semblé être un coup du destin. Merci infiniment. Je m'appelle Rachel Stone. Et vous? C'est la première fois que je me présentais, Antoine. Antoine Dubois, a-t-il dit brièvement. C'est à cet instant que notre histoire a commencé. Pendant mon hospitalisation, Antoine est venu me voir tous les jours. Après son travail en fin de journée, il passait vérifier comment j'allais, m'apportant parfois des plats français. La nourriture d'hôpital n'est sûrement pas à votre goût, disait-il en sortant de son sac des plats qu'il avait cuisinés lui-même. Sa gentillesse a peu à peu fait fondre mon cœur. Ça, c'est un bouillon. En France, on dit que c'est bon quand on est malade, m'a-t-il expliqué un jour. Ce qui avait commencé comme une simple conversation de remerciements s'est transformé en un intérêt mutuel. Antoine était un simple employé de bureau, mais sa passion était la randonnée en montagne chaque week-end. Le jour de mon accident, il était lui aussi en randonnée en solitaire. Le jour de ma sortie, des collègues de la base sont venus me chercher, mais Antoine était là aussi. Il m'a aidé avec les dernières formalités et avant de partir, m'a souhaité de faire attention à l'avenir. À cet instant, j'ai ressenti un fort désir de ne pas le laisser partir comme ça. Pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone ai-je demandé, prenant mon courage à deux mains. Antoine a semblé surpris un instant, puis m'a donné son numéro avec un sourire. C'est ainsi que nous avons commencé à rester en contact en dehors de l'hôpital. Après mon retour à la base, nos échanges de messages ont continué. Au début, c'était de simples salutations pour prendre des nouvelles de ma convalescence, mais cela a rapidement évolué vers des conversations sur notre quotidien. Ces messages étaient toujours polis et chaleureux. Sa façon de mélanger le français et l'anglais me semblait adorable. 2 semaines après avoir repris le travail, je l'ai invité à dîner pour le remercier. Je dois bien offrir un repas à celui qui m'a sauvé la vie, lui ai-je dit en l'invitant dans un restaurant près du camp. Ce jour-là, Antoine est arrivé avec une tenue un peu plus soignée que d'habitude. En le voyant, mon cœur s'est mis à battre la chamade sans que je sache pourquoi. La conversation pendant le repas était plus naturelle que jamais. Il m'a parlé un peu de lui et je lui ai raconté honnêtement mon enfance dans le Maine et les raisons qui m'ont poussée à m'engager dans l'armée. En fait, au début, j'ai vraiment sous-estimé les montagnes françaises. Je pensais que je pourrais les gravir facilement, ai-je avoué avec un peu de honte. Antoine a ri et a répondu « Beaucoup d'étrangers pensent ça ». Mais les Alpes, malgré leur apparence, sont souvent très raides et techniques. Quand je vois des personnes âgées faire de la randonnée, je suis toujours impressionnée. À partir de ce jour, nous nous sommes vus plus souvent. Les week-ends, nous faisions des randonnées sécurisées ensemble, profitant de la présence de l'autre. Antoine m'a beaucoup appris sur les montagnes françaises et j'étais une fois de plus admirative de ses connaissances et de sa condition physique. En Amérique, comment vous préparez-vous pour une randonnée, m'a-t-il demandé un jour. En fait, aux États-Unis, les sentiers sont souvent bien aménagés et il n'y a pas autant de pentes raides qu'ici. La préparation est donc différente, ai-je répondu. Au fil de nos conversations, des sentiments particuliers ont commencé à naître entre nous, mais en même temps, une question pragmatique me préoccupait. J'étais une soldate américaine et, selon mon contrat, je devais rentrer aux États-Unis tous les 3 ans. Cette réalité me rendait de plus en plus anxieuse. Le jour où Antoine m'a demandé prudemment « Quand est-ce que tu dois repartir ?» Mon cœur s'est serré et dans un peu moins d'1 an, ai-je répondu honnêtement. En entendant cela, son visage s'est assombri un instant, mais il a vite retrouvé son sourire habituel. Il nous reste encore 1 an. Ne nous inquiétons pas trop de l'avenir. Son attitude positive m'a aidé à me décider. Cependant, avec le temps, mes sentiments pour lui se sont approfondis et le fait de devoir retourner en Amérique est devenu un fardeau de plus en plus lourd. Au sein de la base aussi, il y a eu des changements. Mes camarades ont appris que j'avais un petit ami français et les réactions ont été diverses. La plupart m'ont félicité, mais certains semblaient voir d'un mauvais œil la relation entre une soldate américaine et un Français. Ce qui était particulièrement désagréable, c'était d'entendre certains de mes collègues tenir des propos désobligeants sur les hommes français. Un jour, alors que je déjeunais à la cantine, à la table voisine, plusieurs soldats plaisantaient en se moquant des Français. Et vous ne trouvez pas que les mecs français sont trop maniérés? À côté de nous, on dirait des enfants, a dit un soldat à voix haute. Et puis, ils ont tous l'air efféminés. Il s'intéresse aux cosmétiques et à la mode, a ajouté un autre en riant. En entendant ces mots, la colère est montée en moi. J'ai pensé au visage d'Antoine, à quel point il était fort et réfléchi, et le fait que ces gens ne savaient rien de lui m'a mise hors de moi. Finalement, n'y tenant plus, je me suis approchée de leur table. Ne répétez plus jamais ce genre de choses.
et je dis fermement « Oh, Rachel, c'est juste une blague ». « Ne le prends pas si sérieusement », a dit l'un d'eux en riant, « ce n'est pas une blague. Vous ne savez rien des hommes français. Mon petit ami est plus fort et plus courageux que vous tous réunis. » Ma voix s'est faite de plus en plus forte. En m'entendant, ils se sont mis à rire encore plus fort. « Et, vraiment, amène-le un jour. » On verra ça de nos propres yeux. Submergée par une colère incontrôlable, j'ai frappé la table et me suis avancée vers eux. La dispute a rapidement dégénéré en bousculade et d'autres soldats ont dû intervenir pour nous séparer. Finalement, l'incident a été rapporté à nos supérieurs et j'ai reçu un avertissement officiel. Sergeant Stone, agresser un collègue est un acte intolérable. Si cela se reproduit, vous subirez des sanctions plus sévères, m'a dit mon supérieur, d'un ton sec. Oui, mon capitaine, j'ai compris, mais ils ont insulté les Français et je tentais de me justifier en vain. Le soir même, j'ai tout raconté à Antoine. Au début, je voulais rien dire, mais je voulais être honnête. Antoine m'a écouté en silence pendant un moment. Rachel, je veux pas que tu aies des problèmes à cause de ça. Leurs paroles n'ont aucune importance, a-t-il dit doucement, mais ils t'ont insulté. Toi et les Français. Je ne pouvais pas le supporter, ai-je répondu. Antoine a pris ma main et a souri. Le fait que tu te sois battu pour moi me suffit amplement, mais je ne veux pas que tu sois blessé. Sa réaction mature m'a encore plus attirée vers lui. Antoine n'était pas seulement l'homme qui m'avait sauvé la vie, c'était l'homme le plus fort et en même temps le plus doux que j'ai jamais rencontré. Son calme et sa compréhension étaient un grand réconfort pour moi. Ce jour-là, une certitude est née en moi. Je ne voulais pas perdre cet homme. Alors qu'il me restait moins d'un an avant mon retour en Amérique, j'étais angoissée par l'avenir de notre relation, mais une chose était claire, j'étais déjà profondément amoureuse d'Antoine et ce sentiment ne faisait que se renforcer avec le temps. Après l'avertissement, l'ambiance à la base a subtilement changé. Le regard de mes collègues sur moi était différent et les soldats avec qui je m'étais disputée me lançaient des regards provocateurs chaque fois que nous nous croisions. Normalement, j'aurais ignoré cela, mais comme cela concernait Antoine, j'y étais plus sensible. À midi, un soldat nommé Jason, l'un de ceux impliqués dans l'altercation, s'est soudainement assis à côté de moi. Rachel, on a un peu réfléchi. On aimerait bien vérifier si ton copain est vraiment si génial que ça, a-t-il dit avec un sourire entendu. Au début, j'ai pensé que c'était une autre provocation. Mais il a continué d'un air sérieux, sérieusement. Si tu es prête à te battre pour lui, c'est qu'il doit avoir quelque chose de spécial. Pourquoi ne pas organiser une rencontre privée juste entre nous? Amène ton copain. En entendant sa proposition, mon esprit est devenu confus. D'un côté, je me demandais s'il voulait sincèrement connaître Antoine ou s'il cherchait juste à se moquer. Mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était être une chance de dissiper le malentendu. Vous voulez vraiment le rencontrer sérieusement? C'est pas pour vous moquer? Ai-je demandé prudemment. Honnêtement, au début, c'était peut être le cas. Mais vu ta réaction, on s'est dit qu'il devait être vraiment quelqu'un de bien. C'est juste de la curiosité, a répondu Jason en haussant les épaules. Après mûre réflexion, j'ai expliqué la situation à Antoine. Comme je m'y attendais, il a d'abord hésité, mais voyant que c'était important pour moi, il a finalement accepté de les rencontrer. Il a cependant posé une condition. Je ne voudrais pas que ce soit une réunion trop militaire, quelque chose de plus détendu serait mieux, a-t-il dit gentiment. Respectant son souhait, j'ai organisé une rencontre dans un bar de Grenoble, en dehors de la base. Il y avait Jason et 3 autres de mes amis de l'armée. Le jour J, Antoine est arrivé un peu plus élégamment vêtu que d'habitude. On sentait qu'il était nerveux, mais il a gardé un sourire calme. « Bonjour ». « Ravi de vous rencontrer », a-t-il dit dans un anglais parfait. La première impression n'était pas mauvaise. Mes amis l'ont accueilli plus chaleureusement que prévu. Au début, un silence gêné régnait, mais Antoine a pris les devants. « De quelle région des États-Unis venez-vous » a-t-il demandé. Cette question a lancé la conversation. Antoine avait une connaissance surprenante des différentes régions américaines et il a su maintenir le dialogue en s'intéressant à la ville natale de chacun. Face à son attitude calme et intelligente, mes amis ont peu à peu baissé leur garde. Au fur et à mesure que les verres se vidaient, l'ambiance est devenue plus conviviale. C'est alors que Jason a posé une question provocatrice. On dit que les Français tiennent bien l'alcool, c'est vrai? A-t-il demandé en riant. Eh bien, ça dépend des gens, a répondu Antoine modestement. On fait un duel. Une bouteille de Génépi cul sec, a lancé Jason en désignant une bouteille d'alcool des Alpes. À cet instant, je me suis inquiétée, mais Antoine a souri avec confiance. Il a bu la bouteille d'un trait, sans montrer de signe d'ivresse par la suite. En revanche, Jason, incapable de finir la moitié de la sienne, avait le visage tout rouge. Les autres le regardaient stupéfaits. « Waouh, tu es vraiment impressionnant !»
Comment tu fais pour boire autant ? A demandé Mike, admiratif. En France, on a la culture des apéritifs d'entreprise, alors on est entraîné depuis tout jeune, a répondu Antoine en riant. La soirée s'est déroulée bien mieux que prévu. Antoine est devenu naturellement le centre de l'attention, discutant de la culture française avec mes amis et apprenant à les connaître. Tout le monde a été charmé par sa façon de parler, à la fois calme et pleine d'humour. Le week-end suivant, mes amis ont proposé de se revoir. Cette fois, ils voulaient aller à un stand de tir. Pour nous, soldats américains, c'était une activité familière, mais je pensais que ce serait une première pour Antoine. Cependant, à ma grande surprise, il a révélé un talent exceptionnel pour le tir. Vous savez, un homme qui ne sait pas manier une arme n'est pas vraiment un homme français, a-t-il expliqué simplement. J'avais oublié qu'il avait servi dans les chasseurs alpins, c'est même dans une unité d'élite. Au tir, il a obtenu un score de précision supérieur à celui de la plupart de mes amis, y compris Jason. Sa concentration et sa posture stable étaient particulièrement impressionnantes. Waouh! Ton copain est vraiment incroyable. Il serait parfait dans notre armée, a dit Mike sincèrement. En entendant cela, mon cœur s'est gonflé de fierté. J'étais heureuse de voir que mes amis, qui l'avaient d'abord méprisé, le reconnaissaient et le respectaient maintenant. Mais en même temps, un sentiment étrange m'envahissait. J'avais l'impression que mes amis appréciaient un peu trop Antoine. La 3e semaine, nous sommes allés faire une randonnée ensemble. Mes amis voulaient découvrir le charme des montagnes françaises et Antoine a recommandé un parcours adapté. Il a naturellement pris le rôle de leader guidant le groupe, encourageant ceux qui étaient fatigués et nous a tous menés à bon port. Au sommet, alors que nous nous reposions en mangeant nos sandwichs, Jessica a soudainement demandé « Antoine, tu ne pourrais pas me présenter un de tes amis ?» J'aimerais bien avoir un petit ami français comme toi, a-t-elle dit en plaisantant à moitié. À ces mots, une pointe de jalousie m'a traversée, mais en même temps, j'ai ressenti de la fierté. J'avais la confirmation que mon choix était le bon. Antoine a simplement ri et a répondu « Je vous présenterai de bons amis ». Le soir, sur le chemin du retour, je lui ai demandé « Comment as-tu trouvé mes amis ? Ce sont des gens bien ». Ils étaient un peu méfiants au début, mais j'ai senti qu'ils étaient sincères, a-t-il répondu franchement. Je suis contente qu'ils t'aient accepté, eux qui méprisaient les hommes français, et j'avouais. Antoine a réfléchi un instant avant de dire en réalité, ce qui compte, c'est pas leur approbation, mais ton cœur. Si tu es heureuse, c'est tout ce qui m'importe. En entendant ces mots, quelque chose s'est enflammé en moi. Toutes mes hésitations se sont envolées. Je me suis arrêtée net, j'ai serré fermement la main d'Antoine et j'ai dit « Antoine, veux-tu m'épouser ?» Je l'ai demandé en mariage, là, soudainement. Antoine m'a regardé, surpris. Après un court silence, il a éclaté d'un rire radieux et a répondu « Oui, bien sûr ». Une réponse simple, mais certaine. Après ma demande, nous avons commencé sérieusement les préparatifs du mariage. Cependant, plusieurs problèmes pratiques se posaient. Il ne me restait que 6 mois avant la fin de mon affectation et nous devions décider où nous allions vivre. Antoine avait un travail stable en France et j'étais une soldate américaine. Après de longues discussions, nous avons pris une décision. Je quitterai l'armée et commencerai une nouvelle vie en France. C'était un changement énorme pour moi, mais je savais qu'avec Antoine, je pourrais être heureuse n'importe où. L'étape suivante était de rencontrer nos parents respectifs. J'ai d'abord rencontré les parents d'Antoine. J'étais très nerveuse, mais ils m'ont accueillie beaucoup plus chaleureusement que je ne l'imaginais. Notre fils nous a tellement parlé de vous. Il dit que vous êtes une femme parfaite, m'a dit la mère d'Antoine. J'ai appris qu'il avait tout raconté à ses parents depuis l'accident avec la Vipère. Pour eux, le fait que je sois une soldate américaine importait moins que mon amour sincère pour leur fils. Notre fils est un peu têtu, ça ira pour vous ? M'a demandé son père en me serrant chaleureusement la main. Ce soir-là, en dînant avec eux, je me suis sentie accueillie comme un membre de la famille. J'ai appris qu'Antoine parlait si bien anglais parce que son père avait tenu un commerce près d'une ancienne base américaine. C'était un plaisir de l'entendre raconter ses souvenirs. C'était une culture familiale différente de celle des États-Unis, mais j'y ai senti une profonde affection. Ensuite, ce fut le tour de rencontrer mes parents. Nous avons profité de la fin de mon contrat pour nous rendre aux États-Unis avec Antoine et ses parents. C'était la partie qui m'inquiétait le plus. J'avais peur que mes parents n'acceptent pas un gendre étranger, mais Antoine a géré la situation avec son calme habituel. Avant de les rencontrer, il s'était renseigné sur la culture et les coutumes américaines et avait encore amélioré son anglais. Il s'était même renseigné sur le passe-temps de mon père, la pêche.
Le jour de notre arrivée, nous avons retrouvé mes parents à l'aéroport. Antoine les a salués poliment et leur a offert les cadeaux qu'il avait préparés. Au début, mon père était un peu sur la réserve, mais il s'est peu à peu ouvert face à la sincérité d'Antoine. « Alors c'est toi qui as sauvé notre fille, merci beaucoup », lui a dit mon père. C'était la moindre des choses. « C'est plutôt Rachel qui a changé ma vie », a répondu Antoine avec cœur. Pendant notre séjour de 2 semaines en Amérique, nos 2 familles ont tissé des liens profonds. Antoine et mon père sont allés pêcher ensemble et ont beaucoup discuté. Malgré les différences culturelles, le respect et la volonté de se comprendre ont comblé le fossé. Le dernier jour, lors d'une réunion de famille, nous avons célébré nos fiançailles en toute simplicité. C'était le moment où 2 cultures se rencontraient pour former une nouvelle famille. Ma mère, en larmes, a pris la main de la mère d'Antoine. Les mots n'étaient pas nécessaires, leur cœur communiquait. C'est ainsi que j'ai terminé les formalités de départ de l'armée et que je suis retournée en France avec Antoine. Après un mariage simple aux États-Unis, nous en avons célébré un plus grand en France, invitant les amis d'Antoine ainsi que mes anciens camarades de la base. C'est le vrai début maintenant, m'a murmuré Antoine le soir de notre mariage. Oui, le début de notre nouvelle aventure, ai-je répondu, rempli de bonheur. J'ai donc quitté l'armée américaine pour commencer une nouvelle vie en France. Le chemin à venir ne serait pas facile, mais je savais qu'avec Antoine, je pouvais surmonter n'importe quelle difficulté. Le début de ma nouvelle vie en France a apporté plus de changements que je ne l'imaginais. Habituée à la vie réglée et aux ordres clairs de l'armée, je me suis soudainement retrouvée sans emploi, me demandant quoi faire de mes journées. Les premiers mois après le mariage, j'ai principalement passé mon temps à m'occuper de notre appartement, ménage, lessive, cuisine, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Rachel, si tu as envie de faire quelque chose, lance-toi. L'important, c'est que tu sois heureuse, m'a dit Antoine un soir en rentrant du travail. Encouragée par ces paroles, j'ai décidé de prendre des cours de pilates, une discipline qui m'intéressait déjà lorsque j'étais dans l'armée. J'en avais fait un peu aux États-Unis, mais jamais sérieusement. J'ai trouvé un studio de pilates près de chez nous et je me suis inscrite. Au début, j'avais du mal à suivre les cours en français, mais grâce à mes capacités physiques, j'ai rapidement appris les mouvements. Votre conscience corporelle est incroyable. Avez-vous déjà pensé à devenir instructrice ? M'a suggéré la propriétaire du studio au bout d'un mois. Ces mots ont allumé une petite étincelle en moi. Me demandant si c'était la voie que je cherchais, je me suis inscrite à la formation d'instructeur. La formation était plus difficile que prévu. Physiquement, ce n'était pas un problème, mais apprendre l'anatomie et les principes du pilates en français était un véritable défi. Chaque soir, avec l'aide d'Antoine, j'apprenais le vocabulaire et j'étudiais. Ta prononciation s'améliore de jour en jour, m'encourageait-il. Après 6 mois de formation, j'ai passé l'examen de certification. L'épreuve écrite a été spécialement préparée pour moi en anglais et j'ai parfaitement réussi la partie pratique. Le jour où j'ai reçu ma certification, nous avons célébré avec une petite fête. Je n'étais plus le sergent Stone de l'armée américaine, mais Rachel Dubois, instructrice de pilates. La première fois que j'ai donné un cours, j'étais très nerveuse. Mon français étant encore hésitant, je donnais les instructions simples en français et les explications plus détaillées en anglais. Contre toute attente, la réaction des élèves a été positive. C'est nouveau et intéressant d'avoir une prof étrangère. Et c'est bien, on peut apprendre le vocabulaire du pilate en anglais, m'a dit une élève après le cours. Peu à peu, j'ai pris confiance en moi et mon français s'est amélioré. 1 an plus tard, j'ai lancé ma propre classe, le Pilates Commando de Rachel. C'était un programme de pilates axé sur le renforcement musculaire, inspiré de mon expérience militaire. Le fait que le Pilates ait été créé à l'origine pour la rééducation des soldats a contribué à sa popularité. Le bouche à oreille a attiré de nombreux élèves, en particulier de jeunes cadres à la recherche d'un entraînement intense. C'est ainsi que mon identité en tant qu'instructrice de pilates s'est affirmée. Ma vie en France est devenue de plus en plus confortable. Le sentiment d'être une étrangère que j'avais ressenti à l'armée avait disparu, remplacé par une affection pour la culture et les gens de ce pays. Je me suis rapprochée de la famille d'Antoine et les dîners chez mes beaux-parents le week-end sont devenus une habitude. Pour notre 3e année de mariage, nous avons décidé d'avoir un enfant. Je suis tombée enceinte plus rapidement que prévu. Le jour où il a appris la nouvelle, Antoine, les larmes aux yeux, a caressé mon ventre. « J'espère que notre enfant te ressemblera », a-t-il murmuré. « Non, il doit te ressembler à toi. Pour qu'il soit aussi chaleureux et fort que toi », ai-je répondu. Pendant ma grossesse, j'ai réduit le nombre de cours de pilates, mais je n'ai pas complètement arrêté. J'ai créé une nouvelle classe pour les femmes enceintes. En vivant moi-même les changements de mon corps, je pouvais offrir une aide plus concrète.
À l'approche de l'accouchement, l'anxiété a grandi. Accoucher en France en tant qu'étrangère me faisait peur, mais grâce au soutien total d'Antoine et de ma belle-mère, j'ai pu me préparer sereinement. Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés tout le temps, m'a promis Antoine. Au printemps 2021, notre fils Léo est né. Après 10 heures de travail, ce petit garçon en parfaite santé est venu au monde. En le tenant dans mes bras, toutes les difficultés passées se sont envolées comme de la neige au soleil. Léo avait mes yeux et le nez d'Antoine, un mélange harmonieux de traits français et américains. Il a tes yeux, il est magnifique, a dit Antoine, ému. Pendant la période postpartum, ma belle-mère s'est occupée de moi comme si j'étais sa propre fille. J'ai découvert les soins postpartum à la française, une facette de la culture que je ne connaissais pas. J'ai été touchée par l'affection de ma belle-mère qui me préparait des bouillons nutritifs et s'occupait du bébé. Maman, merci beaucoup. Seule, je n'aurais jamais pu me rétablir aussi bien, l'ai-je remercié sincèrement. Mais enfin, tu es ma fille maintenant, c'est tout à fait normal, a-t-elle répondu avec tendresse. 6 mois après l'accouchement, j'ai repris les cours de Pilates. Cette fois, j'ai lancé un nouveau programme, le Pilates de récupération postpartum. Basé sur ma propre expérience, cette classe a eu un grand succès auprès de nombreuses mères. 1 an après la naissance, j'ai trouvé un équilibre entre le travail et l'éducation de mon fils. Les matins étaient consacrés à Léo, les après-midi aux cours et les soirs à la famille. Alors que notre vie de famille retrouvait une routine stable, nous avons eu une visite inattendue. Jason, Mike, Jessica et d'autres de mes anciens camarades de l'armée. Pour diverses raisons, ils étaient tous de retour en France. Jason avait trouvé un emploi dans une entreprise française, Mike était en voyage et Jessica continuait sa relation avec son petit ami français. « Waouh, Rachel, ta maison est magnifique !» La vie en France te va vraiment bien, a dit Jessica en riant. Lors d'une petite réunion chez nous, ils m'ont dit qu'ils réalisaient le changement dans ma vie. Ils étaient étonnés de voir que la Rachel audacieuse et un peu brute de l'armée était devenue une instructrice de pilates au sourire doux et une mère. Honnêtement, quand tu as dit que tu restais en France, on s'est tous inquiétés, mais en te voyant maintenant, tu as l'air vraiment heureuse, a dit Jason d'une voix sincère. Quand Antoine est entré avec Léo dans les bras, tous les regards se sont tournés vers lui. Ils étaient toujours impressionnés par son calme et sa maturité et n'arrêtaient pas de dire à quel point Léo était mignon. Dis, parmi tes amis, il n'y en aurait pas un de célibataire. A demandé Jessica d'un air espiègle. Antoine a ri et a répondu « En fait, j'ai quelques amis encore célibataires dans mon entreprise, ce sont tous des gens bien. Vraiment, tu peux me les présenter ?» Les yeux de Jessica se sont mis à briller. En voyant cette scène, j'ai éclaté de rire. La situation s'était complètement inversée. Avant, les soldats américains se moquaient des hommes français et maintenant, c'est eux qui s'y intéressaient. Après le dîner, mes anciens camarades sont devenus plus sérieux. En fait, on a tous été admiratifs de ton courage, a dit Jason. Abandonner ce qu'on connaît pour commencer une nouvelle vie, ça n'a pas dû être facile. Mike a ajouté « Moi aussi, je sentais que j'avais besoin de changement. C'est pour ça que je suis revenue en France après avoir quitté l'armée. C'est grâce au courage que tu nous as montré. » Leurs paroles m'ont touchée, mais j'ai répondu avec modestie « C'était pas du courage, c'était de l'amour. Je savais qu'avec Antoine, je pouvais aller n'importe où. » Avant de partir, Jessica m'a pris la main et m'a dit doucement « Rachel, merci beaucoup. Tu as brisé nos préjugés sur les hommes français. Maintenant, je suis capable de voir les gens avec un esprit plus ouvert. » Ce soir-là, dans notre lit, Antoine et moi en avons parlé. Mes anciens camarades t'adorent vraiment, surtout Jessica, elle est très intéressée par tes amis. Antoine a ri et a répondu « C'est pour ça que j'ai organisé une rencontre avec mes amis de l'entreprise ce week-end. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Te voilà devenu entremetteur, c'est drôle et je plaisantais. Je veux juste qu'il y ait plus de gens heureux comme nous, a dit Antoine sincèrement. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur. Pour notre 5e anniversaire de mariage, nous avons organisé une petite fête. Ma famille venue d'Amérique, nos amis français et même mes anciens camarades maintenant installés en France étaient tous là. Antoine m'a offert un cadeau surprise, un collier gravé du nom du massif où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Si tu n'avais pas découpé mon pantalon ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui, ai-je dit en riant, les larmes aux yeux. Antoine a serré ma main et a répondu « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est nous qui nous sommes sauvés mutuellement. » En regardant les personnes réunies, j'ai vu à quel point les destins s'étaient entremêlés. Mes anciens camarades avaient commencé une nouvelle vie en France et certains d'entre eux avaient rencontré des partenaires français créant de nouvelles fusions culturelles. Chacun écrivait sa propre histoire. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai repensé à ces 5 dernières années, comment les montagnes françaises avaient transformé mon arrogance en humilité et en amour, et comment, dans ce processus, la vie de tant de personnes avait également changé.
La France était devenue ma véritable maison, mon amour pour Antoine s'était approfondi et la gratitude que j'avais ressentie ce jour-là était toujours aussi vivace dans mon cœur.